Chapitre 32. La chambre à coucher. À la fin de l'après-midi, Jack alla prendre un lit de camp dans la réserve du rez-de-chaussée et l'installa dans un coin de leur chambre. Wendy avait pensé que Danny n'arriverait pas à s'endormir, mais il s'était assoupi au beau milieu de l'émission The Waltons, et un quart d'heure après qu'il l'eut rebordé, il dormait profondément, sans bouger, une main sous sa joue. Un doigt glissé dans un livre de poche intitulé Cachalmara, pour en garder la page, Wendy, assise près de son lit, surveillait son sommeil. Jack était à son bureau et essayait de travailler à sa pièce. « Oh merde !» s'exclama-t-il. Wendy détourna un instant les yeux de son fils. « Comment ? Oh non, non, rien. » Jack regardait son manuscrit avec une rage sourde. Comment avait-il pu croire que sa pièce était bonne ? Elle était puérile. Ce thème avait déjà été traité des milliers de fois, et pour comble de malheur, il ne voyait pas du tout quel dénouement lui donner. Ça lui avait pourtant paru simple, il n'y avait pas si longtemps que ça. Dans un accès de colère, Denker saisissait le tisonnier près de la cheminée, en assommait le pur et innocent Gary, puis le rouait de coups jusqu'à ce qu'il fût mort. Alors, le tisonnier sanglant à la main, il se redressait et debout devant le cadavre étendu à ses pieds, il jetait à la salle « C'est ici, quelque part, et je finirai bien par le trouver ». Et pendant que les lumières s'éteignaient et que le rideau tombait lentement, les spectateurs pouvaient voir au premier plan le cadavre de Gary, tandis que Denker se précipitait vers la bibliothèque au fond de la scène, se mettait à en retirer fiévreusement les livres et les jeter par terre après les avoir rapidement examinés. La forme traditionnelle de la pièce, une tragédie en 5 actes, faisait son originalité et devait, espérait Jack, assurer son succès à Broadway. Sa nouvelle passion pour l'histoire de l'Overlook l'avait, il est vrai, détourné de sa pièce, mais ses véritables difficultés provenaient surtout du changement de son attitude vis-à-vis de ses personnages. C'était la première fois que ça lui arrivait. D'habitude, il les aimait tous sans discrimination, les bons comme les mauvais, et il se félicitait de cette impartialité qui lui permettait de mieux cerner leurs qualités et leurs défauts, et de mieux comprendre leurs motivations. Sa nouvelle préférée, vendue à une petite revue du sud de l'État du Maine, appelée Contrabande, avait pour titre Paul Delongue, le Sagouin. C'était le récit des derniers mois d'un sadique, tortionnaire d'enfants, juste avant son suicide. Son nom était Paul Delongue, mais ses amis l'appelaient Sagouin. Jack avait beaucoup aimé le Sagouin. Les envies bizarres du Sagouin éveillaient sa sympathie. Il savait que le Sagouin n'était pas seul responsable des 3 crimes crapuleux qu'il avait commis. Il avait eu de mauvais parents, un père brutal, comme l'avait été son père à lui. Et à l'école primaire, il avait eu une expérience homosexuelle, suivie d'une humiliation publique. Au lycée et à l'université, ça n'avait fait qu'empirer. Arrêté pour exhibitionnisme devant 2 petites filles qui descendaient du car scolaire, il avait été envoyé en maison de correction. Le pire de tout, c'est qu'il avait été relâché et livré à lui-même par le directeur même de l'établissement, un certain Grimmer. Grimmer savait que le Sagouin était un malade, mais il avait quand même fait un rapport positif et optimiste sur lui et l'avait laissé partir. Jack avait aimé Grimmer aussi. Il comprenait parfaitement les raisons qui l'avaient poussé à libérer le Sagouin. Grimmer était censé faire marcher sa boîte sans argent et sans personnel. Le gouvernement de l'État, préoccupé avant tout de se faire réélire, ne lui accordait des crédits qu'au compte-gouttes. Grimmer pensait que le Sagouin était capable de se réintégrer dans la société. Il ne chiait pas dans sa culotte, il n'essayait pas de poignarder ses codétenus avec des ciseaux et ne se prenait pas pour Napoléon. Le psychiatre chargé du cas Delongue estimait que son patient avait plus d'une chance sur 2 de s'en sortir une fois libéré, et ils savaient tous les deux que plus on garde un homme dans un établissement de ce genre, plus il s'habitue à ce milieu en vase clos, comme le toxicomane s'habitue à sa dose. Et pendant qu'ils délibéraient, les vrais fous cognaient aux portes, paranoïaques, schizophrènes, cycliques, cataleptiques, ceux qui déclarent être allés au paradis sur des soucoupes volantes, celles qui se sont brûlés les organes génitaux avec des briques et biques, les alcooliques, les pyromanes, les kleptomanes, les mélancoliques, les suicidaires. La vie, mon vieux, c'est pas de la tarte. Si vous n'avez pas le cœur solidement accroché, on vous réduira en bouillie avant que vous n'ayez 30 ans. Jack compatissait aux soucis de Grimmer, au malheur des parents des victimes et au malheur des victimes elles-mêmes, évidemment. Mais il compatissait aussi au malheur de Sagouin, au lecteur de juger, lui refusait de jouer le rôle du moraliste. Le petit collège avait été au départ de la même veine optimiste, mais ces derniers temps, il avait commencé à prendre parti, ce qui était pire encore, à prendre en grippe son héros, Gary Benson. Au départ, Gary était un jeune homme qui voyait dans sa fortune une malédiction et ne souhaitait rien tant que de devoir son admission dans une bonne université à ses mérites personnels plutôt qu'aux relations de son père. Mais tout dernièrement, il était devenu, aux yeux de Jack, une insupportable sainte-nitouche qui préférait se donner des airs de jeune homme cultivé plutôt que de s'instruire réellement,
qui cachait son cynisme sous les apparences de la vertu et qui n'était pas vraiment brillant, comme Jack l'avait imaginé au début, mais simplement malin et rusé. D'un bout à l'autre de la pièce, il s'était toujours adressé à Denker en lui disant « Monsieur ». De même, Jack avait appris à Danny à dire « Monsieur » aux personnes plus âgées ou qui occupaient dans la hiérarchie sociale une position importante, et il lui semblait que dans la bouche de Danny, le mot était sincère. Mais depuis qu'il avait commencé le 5e acte, il avait de plus en plus l'impression qu'en disant « Monsieur », Gary Benson se payait la tête de Denker, qu'il employait le mot avec une intention moqueuse. Denker, lui, n'avait jamais été un privilégié. Il avait trimé dur toute sa vie pour arriver à la tête de ce petit collège, et maintenant il se voyait menacé de ruine à cause de ce beau jeune homme riche qui faisait l'innocent, mais qui en fait avait triché à ses examens tout en se débrouillant pour ne pas se faire prendre. Au début, Denker lui avait paru être le type du tyran, pareil à ces petits dictateurs de l'Amérique latine qui se prélassent à l'ombre des palmiers dans leur royaume pourri, et s'amusent à aligner les dissidents contre le mur le plus proche pour les faire descendre à la mitraillette. Denker avait lui aussi son petit royaume dont il était le tyran, et lui aussi était capable de transformer un caprice en croisade. À travers le microcosme de ce petit collège, Jack avait voulu dire quelque chose sur les excès du pouvoir, mais maintenant il voyait en Denker un nouveau Monsieur Chips, et pour lui la véritable tragédie dans sa pièce, ce n'était plus le martyre intellectuel de Gary Benson, mais la destruction d'un vieux professeur dévoué, incapable de percer à jour les fourberies de ce monstre qui se faisait passer pour un parangon de vertu. Il n'avait pas pu terminer sa pièce. Penché sur elle, il se demandait d'un air furieux s'il y avait moyen de sauver la situation. Il ne voyait pas de solution. Il avait eu l'intention d'écrire une certaine pièce, et en cours de route, elle s'était complètement transformée. Au fond, il s'en foutait. Dans les deux cas, sa pièce n'avait rien d'original. Dans les deux cas, c'était de la merde. Et d'ailleurs, il n'en tirerait certainement rien ce soir. Après la journée qu'il avait eue, il n'était pas étonnant qu'il n'arrivât pas à aligner 2 phrases. « L'emmener loin d'ici ?» Il cligna des yeux, essayant de revenir à la réalité. « Quoi ?» Je disais, comment allons-nous l'emmener loin d'ici ? Il le faut, Jack. Il avait l'esprit tellement confus qu'il ne comprit pas immédiatement de quoi il s'agissait. Quand il en prit conscience, il eut un rire sec et bref. « Tu en parles comme si ça allait de soi. »« Je ne voulais pas dire. Non, ça ne fait pas de problème, Wendy. Je vais aller me changer dans la cabine téléphonique du hall et je m'envolerai vers Denver avec Danny sur le dos. C'est pas pour rien que dans ma jeunesse on m'appelait Superman Jack Torrance. » Le visage de Wendy s'assombrit. « Oui, je vois bien les difficultés, Jack. Le poste de radio qui ne marche plus, la neige. Mais tu dois prendre conscience du danger qui menace Danny. Jack, il a eu une crise de catalepsie. Qu'aurions-nous fait s'il ne s'en était pas tiré tout seul ?»« Et il s'en est tiré, c'est l'essentiel, » répondit Jack un peu trop rapidement, car il avait peur lui aussi, en voyant le visage de Danny, ses yeux vides, ses muscles flasques. C'est bien naturel qu'il ait eu peur, mais plus il y pensait, plus il se demandait si ça n'avait pas été un stratagème de Danny pour échapper à sa punition. Après tout, il avait désobéi. « Tout de même, dit-elle, tu as bien vu les bleus sur son cou. » Elle se rapprocha de Jack et vint s'asseoir à l'extrémité du lit, près de son bureau. « Quelqu'un a essayé de l'étrangler. Nous ne pouvons plus le laisser ici. »« Mais ne crie pas comme ça, répliqua-t-il. J'ai mal à la tête, Wendy. Je suis aussi inquiet que toi. Seulement, je t'en prie, ne crie pas. »« C'est entendu, dit-elle, baissant la voix. Je ne crierai pas. Mais je ne te comprends pas, Jack. Quelqu'un se cache ici, quelqu'un de dangereux. Il faut descendre à Sinwinter, et pas seulement pour Danny, mais pour nous tous. Et il faut faire vite. Et toi, tu trouves que c'est le moment de reprendre ta pièce ? Il faut s'en aller, il faut s'en aller. Tu n'as que ces mots-là à la bouche. Tu me prends vraiment pour un surhomme ? Je te prends tout simplement pour mon mari, dit-elle doucement, baissant les yeux sur ses mains. Tout à coup, sa colère éclata. Il souleva le manuscrit et le jeta rageusement sur le bureau, défaisant la pile et froissant les feuilles du bas. « Il est grand temps, Wendy, de t'enfoncer dans le crâne quelques vérités premières que tu n'as pas l'air d'avoir intériorisées, comme disent les sociologues. On dirait qu'elles roulent dans ta tête comme des boules de billard. Il faut y mettre de l'ordre. Tu ne sembles pas comprendre que nous sommes bloqués par la neige. » Danny commençait à s'agiter dans son lit. « Chaque fois que nous nous disputons, c'est la même chose, pensa Wendy tristement. Et nous y voilà de nouveau. »« Ne le réveille pas, Jack, je t'en prie. » Il jeta un coup d'œil vers Danny et le feu de ses joues s'atténua. « D'accord, je te demande pardon. Si je me suis emporté, ce n'est vraiment pas contre toi. C'est moi qui ai cassé le poste. S'il y a quelqu'un qui est responsable de nos malheurs, c'est moi. Ce poste était notre seul lien avec le monde extérieur. »« Allô, Ranger, ici Bravo. Voulez-vous nous ramener à la maison, s'il vous plaît, monsieur ? Il est tard et maman va nous gronder. »« Ne plaisante pas, Jack, dit-elle en posant une main sur son épaule. Il appuya sa tête contre elle et de l'autre, elle lui caressa les cheveux.
Je sais que tu en as le droit, après tout ce dont je t'ai accusé. Je sais que je suis parfois une garce et que je ressemble à ma mère. Mais tu dois comprendre qu'il y a des choses dont on se remet difficilement. Tu veux dire son bras dit-il, les lèvres serrées. Oui, répondit Wendy, se hâtant de poursuivre, mais il n'y a pas que toi qui m'inquiète. Je suis inquiète chaque fois qu'il sort jouer. Je suis inquiète à l'idée qu'il voudra une bicyclette l'an prochain, même si c'est une bicyclette avec des stabilisateurs. Je me fais du souci pour ses dents, pour sa vue, pour ce don qu'il a. Je me fais du souci parce qu'il est petit, qu'il me paraît très fragile, et parce que j'ai l'impression qu'il y a dans cet hôtel une présence malveillante qui veut s'emparer de lui, et que cette présence se servira de nous, s'il le faut, pour arriver à ses fins. C'est pour ça qu'il faut que nous partions d'ici, Jack. Je le sais, je le sens. Il faut partir d'ici. Dans son agitation, sa main s'était crispée sur son épaule, mais bien qu'elle lui fît mal, il n'essaya pas de se dégager. Une de ses mains trouva la chair ferme et rebondit de son sein gauche, et il se mit à le caresser à travers le chemisier. Wendy, dit-il, puis il s'arrêta. Elle attendit qu'il mît de l'ordre dans ce qu'il voulait lui dire. Elle aimait bien sentir sa main forte sur son sein, c'était une sensation apaisante. J'arriverais peut-être à le descendre sur des raquettes. Il pourrait faire un bout de chemin à pied, mais pendant la plus grande partie du trajet, il faudrait que je le porte. Nous serions obligés de camper dehors 1, 2, peut-être même 3 nuits, et de construire un traîneau pour porter l'équipement et le couchage. Nous avons toujours le poste récepteur, et nous pourrions choisir un jour où la météo prévoit du beau temps pour 3 jours. Mais si la météo se trompait, nous pourrions y rester. Elle blêmit, et son visage prit une pâleur de spectre. Il continua de lui caresser le sein, en frottant la pointe avec le bout de son pouce. Elle gémit doucement, peut-être à cause de ce qu'il venait de dire, peut-être à cause de cette douce caresse sur son sein, elle ne savait pas. La main de Jack remonta vers le premier bouton de son chemisier et le défit. Wendy déplaça un peu ses jambes. Tout à coup, elle eut l'impression que son jean la serrait trop. C'était agaçant, mais pas désagréable. Il faudrait te laisser ici, parce que tu ne sais pas marcher avec les raquettes. Et tu resterais peut-être 3 jours sans aucune nouvelle. Est-ce ça que tu souhaites ? Sa main descendit vers le deuxième bouton, le défit, exposant le creux de ses seins. Non, dit-elle d'une voix un peu brouillée. Elle jeta un coup d'œil vers Danny. Il ne se tortillait plus et son pouce avait retrouvé sa bouche. Il semblait aller mieux. Non, Jack peignait le tableau trop en noir. Il avait oublié quelque chose. Mais quoi ? Si nous restons ici, dit Jack, déboutonnant les 3e et 4e boutons avec la même lenteur délibérée, un forestier du parc national ou un garde-chasse passera bien un jour ou l'autre pour voir si tout va bien. Alors nous n'aurons qu'à lui dire que nous désirons descendre et il fera le nécessaire. Il fit glisser ses seins nus par l'échancrure du chemisier à demi ouvert et prit entre ses lèvres la pointe de l'un d'eux, droite et dure, sur laquelle il fit aller et venir sa langue comme elle l'aimait. La caresse lui arracha un gémissement et elle se cambra. « Nous avons oublié quelque chose. »« Chérie, demanda-t-elle, écrasant la tête de Jack contre sa poitrine, si bien que sa réponse lui parvint étouffée. Comment le forestier nous fera-t-il descendre ? Il leva légèrement la tête pour répondre, puis colla sa bouche autour de l'autre pointe. Si l'hélicoptère est pris, j'imagine qu'ils viendront nous chercher avec un scooter des neiges. Mais nous en avons un. Ullman l'a dit. Sa bouche se figea contre son sein, puis il s'assit. Elle avait le teint légèrement congestionné et ses yeux brillaient d'un éclat inhabituel. Jack, lui, paraissait très calme, comme s'il sortait d'une lecture ennuyeuse et non pas de jeu amoureux avec sa femme. « Puisqu'il y a un scooter des neiges, il n'y a plus de problème, fit-elle, tout excitée. Nous pourrons redescendre tous les 3 ensemble. »« Wendy, dit Jack, je n'ai jamais conduit de scooter des neiges. »« Oh, ça ne doit pas être tellement difficile. Chez nous, dans le Vermont, on voit des gamins de 10 ans les conduire dans les champs, sans le consentement de leurs parents. Et autrefois, quand nous nous sommes rencontrés, tu conduisais bien une moto. » C'est vrai, il avait eu une Honda 350 qu'il avait échangée contre une Saab peu après s'être mis en ménage avec Wendy. « Oui, je dois y arriver, dit-il lentement. Mais je me demande si ce scooter est en état de marche. Ullman et Watson ne sont là que de mai à octobre et leur esprit fonctionne en termes d'été. Ils n'auront sûrement pas songé à y faire mettre de l'essence, et il se pourrait qu'il n'ait ni bougie ni batterie. Il ne faut pas trop compter sur ce scooter, Wendy. » S'abandonnant maintenant tout entière au désir, elle se penchait sur lui, les seins roulant hors de son chemisier. Il eut soudain envie d'en saisir un et de le tordre jusqu'à la faire hurler. Ça lui apprendrait peut-être à se taire. « Il n'y aura pas de problème pour l'essence, dit-elle. Les réservoirs de la Volkswagen et de la camionnette sont tous les 2 pleins, de même que celui du générateur de secours au sous-sol. Nous pourrons même emporter une petite réserve dans le jerrycan qui se trouve dans la remise. »« Oui, dit-il, c'est vrai. » En fait, il y avait 3 jerrycans dans la remise, un de 10 litres et 2 de 15.
Je te parie que les bougies et la batterie s'y trouvent aussi. On les a certainement rangées au même endroit que le scooter. Tu ne crois pas? C'est probable, en effet. Il se mit debout et s'approcha du lit où dormait Danny. Une mèche de cheveux avait glissé sur le front de l'enfant, et Jack l'en écarta doucement. Danny ne bougea pas. Si tu arrives à le faire marcher, tu nous descendras lui demanda-t-elle derrière lui. Le premier jour de beau temps. Agité de sentiments contradictoires, il resta un moment sans répondre à regarder son fils. Danny était, comme l'avait dit Wendy, fragile, vulnérable, et les bleus sur son cou étaient tellement visibles. Une vague de tendresse pour son fils l'envahit, le décidant à agir. Oui, répondit-il, je vais le mettre en état de marche, et nous partirons d'ici dès que nous le pourrons. Dieu soit loué, dit Wendy. Il se retourna. Elle avait enlevé son chemisier et s'était renversée sur le lit, offrant son ventre plat et ses seins dardés. Elle les caressait nonchalamment, effleurant leurs pointes de ses doigts. Allons, monsieur, dit-elle doucement, dépêchez-vous. Après, dans la pénombre de la chambre, éclairée seulement par la lampe de chevet que Danny avait apportée avec lui, elle se sentit délicieusement apaisée. Elle eut du mal à croire qu'il partageait l'Overlook avec un dangereux criminel. Jack? Qu'est-ce qui est arrivé à Danny? Il ne répondit pas directement à sa question. C'est vrai qu'il possède un don qui ne doit pas être accordé à beaucoup de monde, que moi je n'ai pas en tout cas. Il se peut aussi que l'Overlook ne soit pas un hôtel comme les autres. Tu veux dire que c'est un hôtel hanté? Je ne sais pas. En tout cas, s'il y a des fantômes, ce ne sont pas ceux d'Algernon Blackwood. L'Overlook serait plutôt hanté par le résidu psychique laissé par ceux qui ont séjourné ici et par leurs actes, bons ou mauvais. On peut dire, j'imagine, que tous les hôtels sont hantés en ce sens-là, et tout particulièrement les vieux hôtels. Mais le cadavre d'une femme dans une baignoire, Jack, il ne devient pas fou au moins. Il la serra dans ses bras. Nous savons que de temps en temps, il a ce que j'appellerais, faute d'un autre mot, des transes. Et quand il est en transe, il voit des choses qu'il ne comprend pas. Peut-être que Danny a vraiment vu du sang sur les murs à la suite présidentielle. Pour un gosse de son âge, le sang et la mort sont des choses quasiment interchangeables. Chez les enfants, de toute façon, les facultés visuelles sont plus développées que les facultés conceptuelles. William Carlos Williams le savait bien, lui qui était pédiatre. Ce n'est que quand nous devenons adultes que nous apprenons à nous servir des concepts, laissant les images aux poètes. Mais je divague. J'aime bien t'entendre divaguer. Oyez, oyez, bonnes gens, incroyable mais vrai, elle aime mes divagations. Mais les marques sur son cou, Jack, elles existent vraiment, elles. Oui. Pendant longtemps, ils restèrent sans parler. Croyant qu'il s'était endormi, elle s'apprêtait à se laisser aller, elle aussi, au sommeil, quand il reprit. D'abord, ce sont peut-être des stigmates, dit-il. Des stigmates? Tu veux dire comme ces gens qui se mettent à saigner le vendredi saint? Oui. Il y a des chrétiens très croyants dont les mains et les pieds se mettent à saigner pendant la semaine sainte. L'apparition de stigmates s'apparente à un certain pratique des yogis. Tout cela est bien connu de nos jours. Les savants qui comprennent les rapports entre le corps et l'esprit, je veux dire qui les étudient, car personne ne les comprend vraiment, pensent aujourd'hui que l'on peut contrôler certaines fonctions physiologiques. On peut, par exemple, par un simple effort de concentration, ralentir le battement du cœur, activer le métabolisme, augmenter la transpiration et même provoquer des saignements. Et tu penses vraiment que ces marques sont apparues sur le cou de Danny simplement parce qu'il l'a voulu? Je pense que c'est possible, mais j'avoue que je n'y crois guère, moi non plus. Ce qui paraît plus probable, c'est qu'il se les soit faites lui-même. Lui-même? Bah, c'est pas la première fois qu'il lui arrive de se faire mal quand il est en transe. Souviens-toi de ce qui s'est passé un soir à table. C'était il y a 2 ans. Toi et moi, nous nous parlions à peine, nous étions fâchés à mort. Tout à coup, ses yeux se sont révulsés, il a piqué le nez dans son assiette, puis s'est écroulé par terre. Tu t'en souviens? Oui, dit-elle, si je m'en souviens, j'ai cru qu'il était pris de convulsions. Et une autre fois, c'était arrivé un samedi après-midi dans le parc où je l'avais emmené jouer. Il se balançait lentement sur la balançoire, et soudain il s'était écroulé à terre comme si on l'avait abattu à bout portant. Je me suis précipité vers lui et je l'ai pris dans mes bras. Dès qu'il est revenu à lui, il a cligné des yeux et m'a dit « Je me suis fait mal au ventre. Dis à maman de fermer la fenêtre de la chambre s'il pleut. » Et ce soir-là, il était tombé des cordes. Et combien de fois l'avons-nous vu rentrer à la maison avec des coupures ou les coudes écorchés? Ses chevilles ressemblent à un véritable champ de bataille. Et quand on l'interroge sur ses blessures, il se contente de répondre « Oh, c'est arrivé en jouant » et refuse d'en dire plus. Mais c'est peut-être en s'évanouissant qu'il se blesse. Le docteur Edmonds a dit qu'à sa demande, Danny s'était mis en transe devant lui, dans son bureau. Tu te rends compte? Oui, d'accord. Mais ce n'est pas tout de même en tombant qu'il s'est fait ses marques au cou.
Je veux bien être pendu si ce ne sont pas des doigts qui les ont faites. Imagine qu'il soit entré en transe, dit Jack, et qu'il ait eu la vision de quelques scènes violentes qui se seraient passées dans cette chambre. Une dispute ou un suicide, bref, une scène où les émotions sont au paroxysme. Comme il se trouve dans un état d'hyper-réceptivité, il est profondément troublé par ce qu'il voit. Son inconscient, pour visualiser la scène avec plus de vérité, ressuscite cette morte, ce cadavre, cette charogne. « Arrête, tu me donnes la chair de poule, dit-elle d'une voix étranglée. « Oui, je me la donne à moi-même. Je ne suis pas psychiatre, mais cette explication me paraît très bien collée. Cette morte vivante incarne des sentiments morts, des vies disparues qui résistent à la dissolution. Mais en même temps, comme elle vient de son inconscient, elle fait aussi partie de lui. Elle est Danny. Dans l'état de transe, son moi conscient est submergé, et c'est son inconscient qui tire les ficelles. Alors, quand la morte cherche à l'étrangler, ce sont les mains de Danny qui lui serrent le cou. « Arrête, supplia-t-elle. Je saisis, Jack. C'est encore plus effrayant que l'idée d'avoir un inconnu qui rôde dans les couloirs. Tu peux fuir un étranger, mais tu ne peux pas te fuir toi-même. Ce que tu décris là, ce n'est rien d'autre que de la schizophrénie. »« Oui, mais une schizophrénie au premier degré, dit-il, légèrement à l'aise. Une schizophrénie très particulière. Sa faculté de lire les pensées d'autrui et de percer par moments le voile qui nous cache l'avenir n'est pas à proprement parler un symptôme de maladie mentale. D'ailleurs, le potentiel schizophrène nous habite tous. Je pense que Danny finira par maîtriser le sien. Il lui faut du temps, c'est tout. Si c'est ça l'explication, il est plus urgent que jamais de l'emmener à Sidwinter. Quel que soit son problème, l'hôtel ne fait que l'aggraver. Je ne serais pas aussi catégorique, objecta-t-il. S'il nous avait obéi, il ne serait jamais monté dans cette chambre, et il ne lui serait rien arrivé. Mon Dieu, Jack, est-ce que tu veux insinuer qu'il méritait de se faire étrangler parce qu'il a désobéi? Non, non, bien sûr que non, mais il n'y a pas de mais, dit-elle, secouant violemment la tête. La vérité, c'est que nous ne comprenons rien à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il ne tombera pas de nouveau dans un de ces trous d'air psychiques et qu'il n'y rencontrera pas d'autres monstres? La seule chose dont je sois certaine, c'est qu'il faut l'éloigner d'ici. Dans l'obscurité, elle essaya de rire. Encore un peu, et c'est nous qui nous mettrons à voir des monstres. Ne dis pas de bêtises, dit-il. Mais dans le noir, il revit les lions de buis, ces lions affamés de novembre qui lui avaient bloqué le chemin, et son front se couvrit d'une sueur froide. C'est bien vrai que tu n'as rien vu là-haut dans la chambre? Demanda-t-elle. Tu n'as rien remarqué? Une autre vision surgit devant ses yeux, chassant celle des lions. Un rideau de douche rose derrière lequel gisait une forme floue. Il revit la porte fermée, entendit de nouveau le bruit étouffé dans la baignoire, les pas précipités, comme si quelqu'un le poursuivait, les battements affolés de son cœur, tandis qu'il essayait en vain de faire tourner le passe-partout dans la serrure. Non, rien, dit-il. Et au fond, c'était vrai. Il avait été si bouleversé qu'il n'était pas sûr de ce qui s'était passé. Il n'avait pas eu le temps de chercher à tête reposée une explication raisonnable à ces marques sur le cou de son fils. Lui-même n'avait-il pas été victime d'un phénomène d'autosuggestion? Il arrive que les hallucinations soient contagieuses. Tu n'as pas changé d'avis au niveau du scooter? Il crispa les poings. Arrête de me harceler. J'ai dit que je le ferais et je le ferai. Maintenant, dors. Nous avons eu une longue et dure journée. C'est le moins qu'on puisse dire, dit-elle. Dans un bruit de drap froissé, elle se retourna vers lui en disant « Je t'aime, Jack. »« Je t'aime, moi aussi, répondit-il machinalement, sans penser à ce qu'il disait. Il n'arrivait pas à desserrer les poings qui pesaient comme du plomb au bout de ses bras, et le sang lui battait aux tempes. Wendy n'avait pas dit un seul mot sur ce qu'il ferait après leur arrivée à Sidwinter, une fois la fête terminée. Pas un seul mot. Ce n'était que Danny par ici, Danny par là, et « Oh, Jack, j'ai si peur !» C'est fou ce qu'elle pouvait avoir peur de tous ces fantômes, de toutes ces ombres. Mais les difficultés matérielles existaient, elles aussi. Une fois arrivés à Sidwinter, ils n'auraient en tout et pour tout que 60$, les vêtements qu'ils avaient sur le dos, même pas de voiture. S'il y avait eu à Sidwinter, ce qui n'est pas le cas, un mont de piété, ils n'auraient eu à mettre en gage que la bague de fiançailles de Wendy, qui valait 90$, et le poste de radio Sony. Un prêteur leur en aurait donné 20$, et encore, seulement s'il avait bon cœur. Ils ne trouveraient pas de travail, même pas à mi-temps, sauf quand il neigerait. Ils pourraient alors déblayer les chemins des garages pour 3$, à la bonne heure. L'image de John Torrance, jeune homme plein de promesses, à qui Esquire avait acheté une nouvelle, et qui avait caressé le rêve, fort raisonnable à son avis, de devenir l'un des écrivains américains les plus en vue, l'image de cet homme en train de sonner aux portes, pelle à l'épaule, effaça subitement celle des lions de buis. Il serra encore plus fort ses poings, et à force d'enfoncer ses ongles dans la chair de ses paumes, il y imprima des croissants de sang.
Il voyait encore John Torrance faisant la queue afin d'échanger ses 60 $ contre des tickets alimentaires, ou recevant des uns des secours charitables et des autres des regards chargés de mépris. Il se voyait expliquant à Hal comment ils avaient été obligés de s'en aller, d'arrêter la chaudière, d'abandonner l'Overlook et tout ce qui s'y trouvait, de le laisser aux voleurs et aux vandales. Il dirait qu'ils y avaient été contraints parce que, vois-tu, Hal, il y a des fantômes là-haut, et ils en voulaient à mon fils. Au revoir, Hal. La suite s'appelait Le printemps arrive pour John Torrance. Que ferait-il alors? Peut-être parviendrait-il à gagner la côte ouest en Volkswagen? Avec une nouvelle pompe, elle tiendrait le coup. D'ailleurs, à 75 km vers l'ouest, ça commençait à descendre. Il n'avait qu'à se laisser rouler sur la pente au point mort pour atteindre l'Utah. Ensuite, il filerait vers la Californie, le pays des oranges et des self-made men. On donnerait certainement carte blanche à un homme comme lui, qui après une si brillante carrière dans l'alcoolisme, s'était distingué en tabassant ses étudiants au collège et en poursuivant des fantômes dans les vieux hôtels. Toutes les portes lui seraient ouvertes. L'industrie du tourisme, il n'aurait qu'à se présenter chez Greyhound comme ingénieur d'entretien pour qu'on le mette à nettoyer les autocars. L'industrie automobile le tentait, on lui donnerait une combinaison en caoutchouc et on le ferait laver les voitures. La gastronomie, il n'aurait qu'à se faire embaucher comme pompiste, rendre la monnaie, rédiger les factures. Voilà des activités qui n'étaient pas à la portée de n'importe qui. 25 heures par semaine au salaire de base. Avec ça, il irait loin, surtout depuis qu'un pain Wonder coûtait 60 cents. Le sang commençait à couler sur ses paumes. De vrais stigmates, quoi. Il s'enfonça un peu plus les ongles dans sa chair, s'enivrant de douleur. Sa femme dormait à ses côtés, mais de quoi de plus normal? Elle n'avait plus de soucis à se faire. Il avait promis de les emmener, Danny et elle, de les sauver du croque-mitaine. Alors, tu comprends, Hal, j'ai pensé que la meilleure chose à faire, c'était de la tuer. L'impensable avait brusquement fait irruption dans son esprit, surgit on ne sait d'où avec une force irrésistible. Il avait tout à coup envie d'empoigner Wendy, de la jeter brutalement au bas de son lit, toute nue, hébétée, à moitié endormie. Il lui sauterait dessus, lui saisirait le cou comme on saisit la branche verte d'un jeune tremble, et l'étranglerait, les pouces sur son gosier, les autres doigts enfoncés dans sa nuque. Il lui secouerait la tête, la cognerait sans s'arrêter contre le plancher pour l'écraser, la réduire en bouillie. « Danse, ma belle, je veux te voir te trémousser, te rouler par terre. » Il lui apprendrait à lui manquer de respect. Ça lui servirait de leçon. Il eut vaguement conscience d'un bruit sourd qui le tira de ce monde intérieur si intense et fiévreux. C'était Danny qui, à l'autre bout de la chambre, s'agitait de nouveau, se tortillant dans son lit, froissant les couvertures. L'enfant laissa échapper un petit gémissement rauque. Quel cauchemar le tourmentait? Rêvait-il qu'une morte toute violacée le poursuivait à travers le labyrinthe des couloirs de l'hôtel? Non, pensa Jack, ce n'était pas la morte qu'il fuyait, mais quelque chose de bien plus redoutable encore. Libéré soudain de la nasse de ses pensées amères, Jack sortit du lit et se dirigea vers l'enfant. C'était à Danny qu'il fallait penser, se dit-il, accablé par le remords. Seulement à Danny. Ni à Wendy, ni à lui-même. Quelles qu'en fussent les conséquences, il fallait éloigner Danny de cet endroit. Il remonta les couvertures sur l'enfant et déroula l'édredon plié au pied du lit. Danny s'était calmé. Jack tâta son front de sa main. Quels monstres menaient leur sarabande derrière ce rempart osseux, et le trouva tiède, mais pas chaud. Il dormait paisiblement de nouveau. C'était bizarre. Il se remit au lit et essaya de trouver le sommeil, mais sans y parvenir. Ce qui leur arrivait était tellement injuste. La malchance s'acharnait vraiment sur eux. Ils avaient cru la semer en venant ici, mais elle ne les avait pas lâchés d'une semelle. Et demain après-midi, une fois arrivés à Sidwinter, ils pourraient dire adieu à cette dernière chance. Mais s'ils ne partaient pas, s'ils arrivaient à tenir bon jusqu'au bout, alors c'est un tout autre avenir qui les attendrait. Il terminerait sa pièce, d'une façon ou d'une autre, il arriverait bien à lui trouver une fin. Sa propre ambivalence à l'égard de ses personnages enrichirait le déroulement d'une ambiguïté poignante. Il se pourrait même que cette pièce lui rapportât quelque argent, c'était pas impossible. Même sans cela, elle arriverait peut-être à convaincre le conseil d'administration de Stowington de le reprendre. Évidemment, il ne serait repris qu'à l'essai, et ne serait pas titularisé avant longtemps, 3 ans peut-être. Mais s'il réussissait à rester sobre et s'il continuait d'écrire, il pourrait peut-être, sans trop attendre, trouver un poste ailleurs. Certes, il ne s'était pas beaucoup plu à Stowington. Il avait eu l'impression d'y étouffer, de s'y enterrer vivant, mais s'il avait réagi ainsi, c'est par manque de maturité. D'ailleurs, quel plaisir pouvait-on éprouver à enseigner dans un état second, à travers le brouillard d'une gueule de bois carabinée? Cette fois-ci, ce serait différent. Il assumerait mieux ses responsabilités, il en était sûr. Livré à ses réflexions, il finit par se détendre et sombra peu à peu dans le sommeil.
Tandis qu'il s'y abandonnait, une pensée le poursuivait inlassablement, comme un refrain. Je crois que je pourrais trouver la paix ici, si seulement on voulait bien me laisser tranquille. Chapitre 33. Le scooter des neiges. Vers minuit, pendant qu'il dormait d'un sommeil agité, la neige s'était arrêtée de tomber. 15 centimètres de poudreuse recouvraient maintenant la croûte gelée des chutes précédentes. Le vent s'était levé, balayant les nuages. On était au matin, et dans la remise, par la fenêtre sale face au vent, un faisceau oblique de lumière dorée, fourmillante de poussière, tombait sur Jack. La remise avait les dimensions d'un wagon de chemin de fer. Aux odeurs de graisse, d'huile et d'essence se mêlait à peine perceptible la senteur douce et nostalgique de l'herbe coupée. 4 tondeuses à moteur, dont 2 qui, avec leur siège incorporé, ressemblaient à des tracteurs, étaient alignées contre le mur sud, comme des soldats à la revue. Sur la gauche se trouvaient des transplantoirs, des pelles à bourrons pour l'entretien du terrain de golf, une scie et un émondoir électrique, ainsi qu'un long piquet d'acier surmonté d'un drapeau rouge. Contre le mur est, le mieux éclairé par les rayons obliques du soleil, 3 tables de ping-pong étaient empilées de guingois, comme un château de cartes. Leurs filets démontés débordaient du rayonnage du dessus. Dans l'angle étaient entassés les palets d'un jeu de galets, les arceaux d'un jeu de roc, noués en pile avec du fil de fer, 2 jeux complets de maillets dans leurs étuis, et une boîte à alvéoles contenant, rangés comme des œufs, des balles peintes en couleurs vives. Ce sont de bien curieuses poules que vous avez ici, Watson. Oui, mais ce n'est rien à côté des lions dans la buissée. Il se dirigea vers les maillets, enjambant au passage une vieille batterie à 8 éléments qui avait dû servir autrefois à la camionnette, et un chargeur relié à elle par un serpentin de fil électrique. Il retira l'un des maillets à manche court de son étui et le tint droit devant son visage, comme un chevalier qui salue son roi de son épée. Le rock avait dû être un jeu formidable. Jack avait trouvé au sous-sol un petit manuel tout moisi qui devait dater du début des années 20, quand le championnat de rock de l'Amérique du Nord avait eu lieu à l'Overlook et qui en expliquait les règles. Oui, ça devait être un jeu formidable. Schizophrène. Il fronça les sourcils, puis sourit. Oui, c'était bien ça, un jeu schizophrène. Le maillet, avec sa double tête, l'une dure, l'autre molle, en disait long là-dessus. C'était un jeu où la finesse et la précision comptaient autant que la force brute. Il fit tournoyer le maillet dans l'air et sourit en entendant le sifflement puissant. Il le remit dans son étui, puis obliqua vers la gauche, où il venait de découvrir un engin bizarre, dont l'allure lourde et disgracieuse lui déplut instantanément. C'était un scooter des neiges, presque neuf, qui trônait au milieu de la pièce. Le capot portait en lettres noires, penché vers l'arrière, sans doute pour suggérer la vitesse, l'inscription « Bombardier Skidoo ». Les skis qui dépassaient de la carrosserie étaient également peints en noir. 2 bandes noires semblables à celles des voitures de course décoraient ses flancs. Mais c'était surtout le jaune vif criard de la machine qu'il trouvait de mauvais goût. Dans la lumière matinale, avec son corps jaune strié de noir, ses skis noirs et son cockpit ouvert capitonné de cuir noir, le scooter ressemblait en fait à quelque monstrueuse guêpe mécanique dont le moteur devait avoir en plus le bourdonnement. Au moins avait-il le mérite de ne pas cacher ce qu'il était, une méchante guêpe prête à piquer. Car il allait leur faire mal, très mal à tous les 3. Quand il en aurait fini avec eux, il aurait si mal qu'en comparaison, les piqûres de guêpe sur la main de Danny leur paraîtraient aussi douces que les baisers d'une mère. S'il n'avait pas eu à tenir compte de Danny, il aurait eu plaisir à ouvrir le capot et à cogner sur le moteur avec un de ses maillets jusqu'à ce que... Le souffle qu'il avait retenu lui échappa dans un long soupir. Mais Wendy avait raison. Fais ce que doit, advienne que pourra, que ce soit l'enfer, le déluge ou le chômage. Démolir cette machine serait de la folie pure, quelle que soit la satisfaction immédiate qu'il en tirerait. Ce serait comme s'il tuait son propre fils à coups de maillet. Pauvre con, tu te prends pour un briseur de machine à présent dit-il tout haut. Il se dirigea vers l'arrière du scooter, dévissa le couvercle du réservoir d'essence, y plongea une jauge qu'il avait dénichée sur l'un des rayons qui couraient le long des murs à hauteur de poitrine. La jauge ressortit avec le boubounier sur un demi-centimètre. Il n'y avait pas beaucoup d'essence, mais assez pour voir si cette machine infernale était en état de marche. Plus tard, il siphonnerait la Volkswagen et la camionnette de l'hôtel pour faire le plein. Il revissa le couvercle du réservoir et ouvrit le capot. Il n'y avait ni bougie, ni batterie. Il retourna à l'étagère et se mit à fureter parmi les outils, écartant des tournevis, des clés anglaises, une pièce de carburateur d'une vieille tondeuse et des boîtes en plastique pleines de vis, de clous et d'écrous de différentes tailles. Il finit par mettre la main sur une boîte toute tachée d'huile qui portait l'abréviation « Skid » écrite au crayon. Il la secoua et quelque chose remua à l'intérieur. C'étaient les bougies. Il en présenta une à la lumière, essayant de juger à l'œil nu l'écartement des électrodes, pour ne pas avoir à se mettre à la recherche d'un jeu de cale. « Après tout, je m'en fous, se dit-il avec humeur en laissant retomber la bougie dans la boîte.
Que l'écartement soit bon ou pas, je m'en contrefous. Il alla chercher le tabouret derrière la porte et s'assit dessus. Il vissa les 4 bougies, puis les coiffa de leurs petits capuchons en caoutchouc. Ce travail fini, il promena ses doigts rapidement sur la magnéto. Jack Torrance, le Rubinstein de la magnéto. Il retourna fouiller sur des rayonnages, mais sans trouver cette fois-ci ce qu'il cherchait. Une petite batterie à 4 éléments. Il y avait bien des clés à douille, un coffre contenant un vilebrequin et des mèches, des sacs d'engrais pour la pelouse, du fumier Vigoro pour les plates-bandes de fleurs, mais pas de batterie de scooter. Il n'en ferait pas une maladie. Au contraire, il était plutôt content et soulagé. « J'ai fait de mon mieux, mon capitaine, mais je n'ai pas pu exécuter vos ordres. Ça ne fait rien, mon gars. Vous avez bien mérité de la patrie. Je vais demander pour vous l'étoile d'argent et la rosette du scooter. Vous êtes l'orgueil de votre régiment. Merci, mon capitaine. Je n'ai fait que mon devoir. » Il revint vers le scooter et lui administra en passant un bon coup de pied. La question du scooter au moins était réglée. Bon débarras. Il ne lui restait plus qu'à annoncer la nouvelle à Wendy. « Désolé, princesse, mais... » C'est alors qu'il remarqua dans l'angle de la pièce, près de la porte, une boîte que le tabouret lui avait cachée. Sur le couvercle était écrite au crayon la mention abrégée, Skid. Il la contempla et le sourire s'évanouit de ses lèvres. « Regardez, mon capitaine, c'est la cavalerie qui arrive. Faut croire qu'ils ont bien reçu nos signaux de fumée. » Ce n'était vraiment pas juste. Pas juste, bon Dieu de merde. Quelque chose, hasard, destin ou providence, avait essayé de le sauver. Et au dernier moment, la bonne vieille déveine de Jack Torrance l'avait finalement emporté. La série noire n'était pas terminée. Une vague de ressentiment lui monta à la gorge et il serra les poings. Ce n'est pas juste, nom de Dieu. Pourquoi n'avait-il pas porté son regard ailleurs, n'importe où, mais ailleurs? Pourquoi n'avait-il pas eu le torticolis ou un chatouillement au nez? Pourquoi n'avait-il pas cligné des yeux? Pourquoi le hasard ne l'avait-il pas empêché de voir cette boîte? D'ailleurs, à bien y réfléchir, il n'avait rien vu. Ce n'était qu'une hallucination, pareille à celle qu'il avait eue hier devant la chambre 217, ou celle qu'il avait saisie devant les animaux de buis. Oui, une hallucination due à une fatigue passagère et rien d'autre. Tiens, j'avais cru voir une batterie de scooter dans le coin là-bas, mais non, il n'y a rien. C'est la fatigue nerveuse, mon capitaine. Depuis le temps que je suis en première ligne. Ah, je suis désolé, fiston, mais ne vous laissez pas abattre. Nous y passons tous un jour ou l'autre. Il poussa si violemment la porte qu'il faillit en arracher les gonds. Il sortit prendre ses raquettes et les rapporta à l'intérieur. La neige s'était collée à leurs treillis et il les frappa contre le sol, soulevant un nuage de flocons. Il posa son pied gauche sur une raquette, puis hésita. Danny jouait dehors, près de la plateforme de la cuisine. Autant que Jack pouvait en juger de loin, il essayait de faire un bonhomme de neige, mais sans grand succès, car la neige était trop froide pour s'agglomérer. Tout emmitouflé, casquette à l'envers, il se démenait sans se laisser décourager, petite puce sautillante dans la lumière éblouissante du matin, entre l'éclat de la neige et celui du ciel. Mais à quoi penses-tu, bon Dieu? La réponse partit du tac au tac. À moi, je pensais, à moi. Il se rappela soudain comment, la veille au soir, au moment de s'endormir, il avait songé à tuer sa femme. Et en un éclair, pendant qu'il s'agenouillait, tout devint limpide. L'influence maléfique de l'Overlook ne s'exerçait pas seulement sur Danny. Leur point faible, ce n'était pas Danny, mais lui. C'était lui qui était vulnérable et que l'on pouvait plier et tordre jusqu'à ce que quelque chose cassât. Agenouillé dans le soleil, il regardait son fils jouer dans l'ombre de l'autel. Oui, il en était sûr à présent. L'autel en voulait à Danny. Il en voulait peut-être à eux tous, mais surtout à Danny. Les animaux de buis s'étaient réellement déplacés. Il y avait réellement une morte dans la chambre 217. En temps normal, elle n'était peut-être pas dangereuse, mais les bizarreries de l'esprit de Danny et du sien avaient remonté et remis en marche sa mécanique diabolique. Les ecchymoses sur le cou de Danny, les bouteilles étincelantes à peine perceptibles dans le bar désert, le poste de radio, les rêves, l'album qu'il avait trouvé au sous-sol. Il se redressa brusquement et lança les raquettes au dehors par la porte, puis, tremblant de tout son corps, il la referma brutalement derrière lui. Il essaya de soulever la boîte qui contenait la batterie, mais dans son affolement, il la laissa glisser de ses mains et elle se renversa. « Oh, Seigneur, pourvu que je ne l'ai pas cassée !» Il ouvrit les rabats du carton et retira prestement la batterie, sans se soucier de l'acide qui pouvait s'en échapper et lui brûler les mains si elle était fendue. Mais il vit qu'elle n'avait pas souffert et laissa échapper un soupir de soulagement. La serrant contre sa poitrine, il la porta jusqu'au scooter et la plaça sur son support à l'avant du moteur. Sur une des étagères, il trouva une petite clé anglaise et, rapidement, sans difficulté, raccorda les fils. La batterie était chargée et il n'aurait pas besoin de brancher le chargeur. Quand il avait raccordé le câble positif à son pôle, il y avait eu en effet une étincelle suivie d'une petite odeur d'ozone. La tâche terminée, il s'écarta du scooter
s'essuyant nerveusement les mains sur sa vieille veste en toile de jean passée. Ouf, ça y était, ça devait marcher, à moins que l'Overlook, qui les trouvait fort divertissants, ne tenait pas à les lâcher, ne se débrouille pour qu'ils ne démarrent pas. Non, à part ça, il n'y avait rien qui pût les empêcher de partir. À part le fait que lui ne voulait toujours pas partir. Non, il ne voulait pas partir. Longtemps, il resta à contempler le scooter en soufflant des panaches blancs. Il aurait voulu retrouver ses certitudes de tout à l'heure. Quand il était arrivé dans la remise, il n'avait pas eu de doute. Il savait que s'en aller serait une erreur. Wendy s'était laissé impressionner par les fantasmes d'un petit garçon hystérique. Mais maintenant, il comprenait ses raisons à elle. C'était comme pour la pièce, cette pièce maudite. Il ne savait plus de quel côté il était, ni quelle solution adopter. Tout avait bien marché jusqu'au moment où il avait vu Danny jouant dans la neige. C'était la faute de Danny. Tout avait été de sa faute. C'est lui qui avait le don, comme il disait. Un don? Non, plutôt une malédiction. Si Wendy et lui avaient été seuls ici, ils auraient passé l'hiver sans histoire, sans se poser toutes ces questions, sans se mettre dans tous ces états. Tu ne veux pas partir? Dis plutôt que tu ne peux pas partir. L'Overlook ne le laisserait pas partir. D'ailleurs, il n'en avait aucune envie. Debout à côté du scooter, il s'efforçait, malgré un début de mal de crâne, d'y voir clair. Au fond, c'était très simple. Fallait-il rester ou partir? Si nous partons, combien de temps te faudra-t-il pour trouver le bistrot de Sidwinter, un trou sombre avec sa minable télécouleur et ses chômeurs mal rasés qui passent leur journée à regarder les émissions de jeux, ces toilettes qui dégagent une odeur de pisse immémorable et où, dans la cuvette des WC, nage en permanence un mégot de camel défait, avec sa bière à 30 cents et son jukebox qui vous seringue des rengaines d'il y a 30 ans. Combien de temps lui faudrait-il? Oh, bon Dieu, il craignait que ce ne fût pas long. Quoi que je fasse, je suis foutu, dit-il très calmement. C'est vrai, c'était comme s'il essayait de faire une patience avec un jeu de cartes auquel il manquerait un as. Brusquement, il se pencha au-dessus du moteur du scooter et arracha la magnéto, qui céda avec une facilité déconcertante. Il la regarda un instant, puis gagna la porte arrière de la remise et l'ouvrit. Le paysage, dans la clarté étincelante du matin, avait une perfection irréelle de carte postale. Un champ de neige, ininterrompu, s'étendait jusqu'au premier pin, à 2 kilomètres de là. Il jeta la magnéto aussi loin qu'il put dans la neige. Elle alla atterrir bien plus loin qu'il n'avait cru avoir la force de la lancer, et en tombant dans la neige, elle souleva un petit nuage de flocons que la brise légère emporta. « Allons, dispersez-vous, je vous dis qu'il n'y a rien à voir. C'est fini, dispersez-vous. » Il se sentit l'âme en paix. Il resta longtemps dans l'embrasure de la porte à respirer l'air pur de la montagne. Puis il ferma énergiquement le battant et s'en alla par l'autre issue. Avant de rentrer annoncer à Wendy qu'il serait obligé de rester, il s'arrêta pour faire avec Danny une bataille de boules de neige. Chapitre 34. Les buis. C'était le 29 novembre, 3 jours après le Thanksgiving. La semaine écoulée avait été bonne et le dîner de Thanksgiving le meilleur qu'il eût jamais mangé. Wendy avait fait rôtir à point la dinde de Dick Halloran et ils s'étaient tous gavés sans arriver à entamer sérieusement la magnifique volaille. Jack s'était plaint qu'ils allaient être condamnés à manger de la dinde tout le restant de l'hiver, de la dinde en sauce, des sandwichs à la dinde, de la dinde aux nouilles ou la surprise du chef à la dinde. Pas tout l'hiver, avait répliqué Wendy avec un sourire malicieux. Dinde jusqu'à la Noël, mais après, chapon. Un concert de gémissements avait accueilli cette déclaration. Les marques sur le cou de Danny s'étaient estompées, et avec elles leurs craintes. Wendy avait passé l'après-midi du Thanksgiving à tirer Danny sur son traîneau, pendant que Jack travaillait à sa pièce, qui était maintenant pratiquement terminée. « Est-ce que tu as toujours peur, prof » avait-elle demandé, ne sachant pas comment tourner sa question pour qu'elle ne parût pas trop brutale. « Oui, dit-il simplement. Mais maintenant, j'évite les endroits où je ne me sens pas en sécurité. Papa dit que tôt ou tard, les forestiers finiront par se demander pourquoi notre poste émetteur ne donne plus signe de vie, et qu'ils viendront voir si tout va bien. À ce moment-là, nous pourrons descendre, toi et moi. Papa passera l'hiver ici. Il a de bonnes raisons pour vouloir rester à l'Overlook. Je sais que tu ne peux pas comprendre, mais en fait, nous avons le couteau sous la gorge. Oui, répondit Danny, sans toutefois paraître absolument convaincu. C'était un bel après-midi ensoleillé. Ses parents sommeillaient dans leur chambre, et Danny savait qu'ils venaient de faire l'amour. Ils étaient heureux, il le sentait, quoique sa mère eût encore un peu peur. C'est dans l'esprit de son père qu'il y avait quelque chose d'étrange. Celui-ci avait le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait, mais en même temps ça lui avait énormément coûté. Danny ne parvenait pas à voir ce que papa avait fait, car il le cachait soigneusement, non seulement aux autres, mais apparemment à lui-même aussi. Était-ce possible, se demandait Danny, d'être à la fois fier et honteux de ce qu'on avait fait? Et s'il n'en avait pas honte, pourquoi papa chassait-il cette pensée? La question le tourmentait.
Il ne pensait pas qu'il fût possible d'éprouver des sentiments aussi contradictoires, du moins pas pour un esprit normal. Quand il sondait son père de toutes ses forces, tout ce qu'il percevait, c'était l'image floue d'une sorte de pieuvre qui tourbillonnait dans un azur implacable. Et chaque fois qu'à force de concentration il avait réussi à faire apparaître cette image, papa l'avait foudroyé du regard comme s'il savait ce que Danny faisait. Danny était dans le hall et s'apprêtait à sortir. Il sortait souvent pour faire de la luge ou se promener sur ses raquettes. Il aimait quitter l'hôtel. Quand il se trouvait dehors au soleil, c'était comme si on l'eût délivré d'un grand poids. Traversant la cuisine, il se dirigea vers la porte du fond, puis hésita. Il en avait assez de jouer derrière l'hôtel. D'ailleurs, à l'heure qu'il était, ce côté-là serait déjà à l'ombre, et il n'aimait pas sentir l'ombre de l'hôtel planer sur lui. Il décida de mettre ses raquettes et d'aller au terrain de jeu. Dick Halloran lui avait recommandé de ne pas s'approcher des buis, mais ceci ne l'inquiétait pas autrement. D'ailleurs, ils étaient si bien enterrés sous la neige que sans la vague bosse qui marquait l'emplacement de la tête du lapin et les queues des lions qui émergeaient çà et là, spectacle plus absurde qu'effrayant, on ne se serait pas aperçu de leur présence. Danny ouvrit la porte de la cuisine, prit ses raquettes sur la plateforme de derrière et alla les chausser sur le porche. Papa l'avait félicité d'avoir si bien maîtrisé la technique des raquettes. Il avait attrapé à la perfection la démarche traînante, paresseuse, le petit coup de cheville pour faire tomber la neige prise dans les mailles du treillis. Pour devenir un crack, il ne lui restait qu'à développer les muscles de ses cuisses, de ses chevilles et de ses mollets. Chez lui, c'étaient les chevilles qui se fatiguaient les premières. Marcher sur raquettes était aussi éprouvant pour les chevilles que faire du patin à glace, parce qu'il fallait sans cesse secouer les pieds pour faire tomber la neige, et toutes les 5 minutes il était forcé de s'arrêter pour se reposer, jambes écartées, raquettes à plat. Le terrain de jeu, couvert de neige, lui parut bien plus attrayant qu'il ne l'avait jamais été pendant l'automne. Il ressemblait maintenant à un décor de conte de fées. Les chaînes des balançoires s'étaient gelées dans des positions bizarres, et les sièges frôlaient le tapis de neige. Le jungle gym ressemblait à une caverne de glace dont les longues stalactites défendaient la gueule béante. Quant à l'hôtel miniature, seules ses cheminées émergeaient encore de la neige. Si seulement c'était le vrai qui était enterré sous la neige, mais sans nous, évidemment. Les anneaux de ciment affleuraient en 2 endroits, comme des igloos d'esquimaux. Danny se dirigea vers eux, s'accroupit devant le premier et commença à creuser. Une fois l'ouverture dégagée, il se glissa dans le tunnel glacé. Il était Patrick McGowan, l'agent secret, poursuivi par les agents du KGB dans les montagnes suisses. On avait rediffusé ce feuilleton 2 fois sur la chaîne de Burlington dans le Vermont, et son papa n'en avait pas raté un seul épisode. Les soirs où l'on donnait l'agent secret ou la vendetta, il renonçait à toute sortie et Danny avait regardé toutes ses émissions avec lui. Il y avait eu des avalanches dans les environs, et Slobo, le célèbre agent secret du KGB, avait tué sa maîtresse avec une fléchette empoisonnée. Il fallait trouver la diabolique machine soviétique qui neutralisait la loi de la gravitation et qui était cachée quelque part dans ces montagnes, peut-être justement au bout de ce tunnel. Il dégaina son pistolet et, l'œil aux aguets, se mit à ramper dans le tunnel, la bouche empanachée de son haleine givrée. Le bout du tunnel était bouché par la neige. Il essaya d'y creuser un trou et fut étonné, un peu effrayé même, de constater que cette neige, tassée sous le poids des couches successives, était aussi dure que de la glace. Le scénario imaginaire s'effondra et il éprouva tout à coup un affreux malaise à se sentir enfermé dans cette prison cylindrique de béton. Sa respiration se fit haletante, caverneuse. Le tunnel n'était éclairé que par un pâle filet de lumière qui filtrait par l'orifice qu'il avait creusé pour s'y glisser. Tout à coup, il eut une envie folle de retrouver le soleil. Il venait de se rendre compte que ses parents dormaient, qu'il ne savait pas où il était, et que si le tunnel s'effondrait, il serait enterré vivant. Il ne pouvait pas se défaire de l'idée que l'Overlook ne l'aimait pas particulièrement. Non sans mal, il fit demi-tour et se mit à remonter le tunnel à 4 pattes. Les bois de ses raquettes s'entrechoquaient derrière lui et ses paumes faisaient crisser les feuilles mortes des trembles. Au moment d'atteindre l'entrée du tunnel, dont l'orifice laissait passer un filet de lumière froide, un petit éboulis de neige obstrua l'ouverture, lui poudrant le visage et le laissant dans le noir. Pendant un instant, il fut saisi de panique et son cerveau cessa de fonctionner. Tout ce qu'il voyait, c'était qu'il était enfermé dans ce tunnel glacé, sans lumière. Je ne suis pas seul ici. Sa respiration se transforma en râle. La peur distilla son venin dans ses veines et le paralysa. Non, il n'était pas seul. Il sentait une présence malveillante qui avait attendu cette occasion pour se manifester. Peut-être une araignée géante, terrée sous un amas de feuilles mortes, ou un rat. Peut-être le cadavre d'un enfant mort ici, au terrain de jeu. Était-ce possible? Oui, un enfant avait pu trouver la mort ici. Il songea à la femme dans la baignoire, au sang mêlé de fragments de cervelle sur le mur de la suite présidentielle, puis à un enfant qui s'était ouvert le crâne en tombant du jungle gym, et qui à présent rampait derrière lui, le poursuivant dans le noir,
cherchant le sourire aux lèvres un compagnon de jeu pour l'éternité. À l'autre bout du tunnel, Danny entendit un bruissement furtif de feuilles mortes. Quelqu'un s'approchait en rampant. D'un moment à l'autre, une main froide allait se refermer autour de sa cheville. Galvanisé par cette pensée, il se mit à gratter furieusement la neige meuble qui bouchait l'entrée du tunnel et qu'il rejetait entre ses jambes en bouffées poudreuses comme un chien qui déterre un os. Une petite lumière bleuâtre commença à filtrer par une crevasse et il s'élança vers elle comme un plongeur qui remonte à la surface, s'écorchant le dos contre le bord de l'anneau en béton. Ses raquettes s'étaient prises l'une dans l'autre et la neige s'infiltrait sous son passe-montagne et son anorak, mais il continuait de griffer l'amas blanc qui semblait vouloir le retenir, le repousser au fond du tunnel, là où une ombre faisait craquer les feuilles mortes et l'y garder pour toujours. Il réussit enfin à passer la tête hors du trou, exposant à la lumière éblouissante du soleil son visage tout saupoudré de neige, qui ressemblait à un masque d'horreur, et à s'extraire du tunnel. Il rampa jusqu'au Jungle Gym, où il s'assit pour ajuster ses raquettes et reprendre son souffle. « Je suis sauvé, je vais rentrer tout de suite. » Il entendit alors derrière lui un bruit sourd, étouffé. Il se retourna pour voir ce que c'était, mais il savait d'avance ce qui provoquait ce bruit-là. C'étaient les paquets de neige qui glissaient du toit de l'hôtel. Un paquet de neige était tombé en effet, découvrant le chien en buis. Quand il était arrivé, il n'y avait eu à cet endroit qu'un vague monceau de neige, mais maintenant la silhouette du chien se détachait nettement, tache verte insolite sur un océan de blancheur éblouissante. Dressé sur ses pattes arrière, l'animal semblait qu'était un sucre ou un morceau de viande. Danny était résolu à ne pas s'affoler cette fois. Il garderait tout son sang-froid. Ici, au moins, il n'était pas enterré au fond d'un trou noir. Il était en plein soleil. D'ailleurs, ce n'était qu'un chien de buis. Il fait plutôt chaud aujourd'hui, se dit-il, cherchant une explication rassurante. Et il est possible que le soleil ait amolli la neige et qu'elle se soit détachée d'un seul coup. Après tout, quoi de plus normal? Ne t'approche pas des buis. Fuis-les, comme la peste. Après avoir resserré autant qu'il le put les attaches de ses raquettes, il se mit debout et regarda de nouveau le tunnel de béton, presque entièrement submergé par la neige. Tout à coup, il se figea, le cœur glacé. Dans l'obscurité de l'orifice qu'il avait creusé pour pouvoir pénétrer à l'intérieur, il crut distinguer, malgré l'éclat éblouissant de la neige, quelque chose qui bougeait. Une main qui s'agitait, la main d'un enfant désespéré qui suppliait, qui se noyait. « Aide-moi, viens à mon secours. Si tu ne peux pas me sauver, tu pourras au moins jouer avec moi, et nous resterons à jamais ensemble, à jamais. » « Non, chuchota Danny d'une voix rauque. Ses lèvres desséchées avaient eu du mal à articuler le mot. Sa volonté commençait à vaciller, et dans son esprit c'était la débandade, comme quand la femme dans la baignoire avait... Non, il valait mieux de pas y penser. Il se raccrocha de toutes ses forces à la réalité. Il fallait réfléchir, trouver une solution, faire comme l'agent secret. Il ne fallait pas perdre son sang-froid. Est-ce que Patrick McGowan pleurait? Est-ce qu'il faisait pipi dans sa culotte comme un bébé? Est-ce que son papa s'affolait? Il était sûr que non, et cette pensée le calma un peu. Il entendit de nouveau le bruit mou d'un paquet de neige s'écrasant à terre. Il se retourna et s'aperçut que la tête d'un des lions avait émergé de la neige et lui montrait les dents. La bête s'était rapprochée de Danny et touchait presque le portail du terrain de jeu. Une vague de terreur déferla sur lui, mais il ne se laissait pas submerger par elle. Il était l'agent secret et il allait s'en tirer coûte que coûte. Il se mit à marcher vers la sortie du terrain de jeu, faisant le même détour que son père le jour des bourrasques de neige. Il s'appliquait à bien mouvoir ses raquettes, à poser ses pieds lentement et bien à plat. Il lui sembla mettre un temps infini rien que pour atteindre l'angle du terrain de jeu, où une accumulation de neige avait presque découvert la barrière et permettait de la franchir aisément. Danny avait presque enjambé celle-ci quand l'une de ses raquettes s'accrocha à l'un des poteaux et il perdit l'équilibre, piquant du front vers l'avant. Il fit désespérément la roue avec ses bras pour se retenir, se souvenant de la difficulté qu'il y avait à se relever une fois que l'on était à terre. Il eut encore ce bruit étouffé d'un paquet de neige tombant. Tournant la tête, il vit que les deux autres lions s'étaient débarrassés de leurs enveloppes de neige. Seules les pattes antérieures étaient encore prises. Côte à côte, à environ 60 pas de lui, ils le fixaient de leurs yeux verts. Le chien, lui, avait tourné la tête. Il ne bouge que quand tu ne les regardes pas. Ses raquettes s'étaient emmêlées, et battant vainement des bras, il tomba la tête la première, s'enfonçant de tout son long dans la neige, qui s'infiltra de nouveau à l'intérieur de son capuchon, le long de son cou, dans l'ouverture de ses bottes. À force de se débattre, il réussit à se dégager, et le cœur battant la chamade, essaya désespérément de se remettre debout sur ses raquettes. « Agent secret, souviens-toi que tu es un agent secret !» Il retomba à la renverse, et pendant un instant il resta immobile sur le dos à contempler le ciel, se disant qu'il serait plus simple de renoncer.
Mais quand il se rappela la créature qui l'attendait dans le tunnel, il sut qu'il devait lutter. Il se remit sur ses pieds, regarda les buis. Les 3 lions n'étaient plus qu'à 40 pas de lui. Le chien, qui s'était déplacé vers leur gauche, semblait vouloir bloquer sa retraite. À part les cercles poudreux autour de leur cou et de leur museau, les animaux de buis s'étaient entièrement libérés de leurs gaines de neige et braquaient sur lui leurs yeux feuillus. Il était maintenant à bout de souffle, et l'angoisse, comme un rat en cage, tournait en rond dans son cerveau, mais il affrontait résolument ses 2 adversaires, les raquettes et la panique. Soudain, il entendit la voix de son père. « N'essaie pas de te battre contre elles, prof. Marche avec elles, comme si elles étaient tes propres pieds. »« Oui, papa. » Et il reprit sa marche, essayant de retrouver le style coulé qu'il avait appris avec son père. Le bon rythme lui revenait peu à peu, mais il prenait en même temps conscience de sa fatigue, de l'épuisement nerveux causé par la peur. Il fit une pause pour regarder derrière lui. Sa respiration s'arrêta net et ne reprit que plus précipitée encore. Le premier des lions n'était plus qu'à 20 pas, et il fendait la neige comme un chien qui nage dans une mare. Les autres le suivaient de près. À eux 3, il ressemblait à une patrouille dont le chien, qui les précédait sur sa gauche, eût été l'éclaireur. Le lion le plus proche avait la tête baissée, ses épaules bosselées par la contraction de leurs muscles puissants. Sa queue se dressait aussi vivement que si quelques instants auparavant elle avait fouetté l'air. Il ressemblait à un gros matou qui s'amuse avec une souris avant de la tuer. S'il venait à tomber... S'il tombait, il était perdu. Il ne le laisserait jamais se relever et foncerait sur lui. Agitant frénétiquement ses bras, il se lança en avant, trébuchant, mais rattrapant à chaque pas son équilibre. Il avançait en titubant et jetait par moments de rapides coups d'œil par-dessus son épaule. Son haleine s'échappait de sa gorge en feu avec un sifflement de verre en fusion. Le lion le plus proche n'était plus qu'à 5 pas de lui. Des grognements s'échappaient de sa gueule béante. Les muscles de ses hanches étaient bandés comme des ressorts. Derrière les 3 fauves, il aperçut le lapin dont la tête vert vif venait de se dégager de la neige et qui semblait vouloir contempler la mise à mort de ses yeux aveugles. Danny avait maintenant atteint la pelouse qui s'étendait devant le porche, entre les 2 bras de l'allée semi-circulaire. S'abandonnant à la panique, il se mit à courir sur ses raquettes. N'osant plus regarder derrière lui, le corps de plus en plus penché vers l'avant, il tendait les bras comme un aveugle qui cherche à tâtons les obstacles. Son capuchon avait glissé sur ses épaules, laissant voir son visage livide, tavelé de plaques rouges sur les joues et ses yeux exorbités par la terreur. Le porche n'était plus très loin maintenant. Derrière, la croûte de la neige craqua comme sous l'effet d'un bond puissant. Il s'écroula sur les marches de l'escalier, poussant des hurlements qui n'arrivaient pas à sortir de sa gorge. Puis il grimpa l'escalier à 4 pattes, ses raquettes complètement de travers cognant contre les planches. Tout près de lui, il entendit un sifflement suivi du bruit d'une étoffe qui se déchire. Quelque chose lui avait écorché la jambe. Il en avait senti la douleur. L'effroyable rugissement qu'il avait cru entendre ne pouvait être qu'une illusion. Une odeur de sang et de buis mêlés lui piqua les narines. Il s'étala de tout son long sur le porche, secoué de sanglots rauques, la bouche pleine d'un goût amer. Le battement assourdissant de son cœur lui emplissait les oreilles, et un mince filet de sang coulait de son nez. Il n'aurait pas su dire combien de temps s'écoula avant que la double porte du hall s'ouvrît, et que Jack, qui avait eu tout juste le temps d'enfiler un jean et des pantoufles, se précipita sur lui, suivi de Wendy. « Danny !» s'écria-t-elle. « Prof, Danny, pour l'amour du ciel, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé ?» Son père l'aida à se relever. Au-dessous du genou droit, son pantalon de ski était déchiré. À l'intérieur, sa chaussette de laine était trouée et le mollet écorché, comme s'il s'était égratigné en essayant de se frayer un chemin à travers un buisson de buis. Danny se retourna pour regarder les buis. Au-delà de la pelouse et du terrain de golf, il distingua de vagues bosses capitonnées de neige. C'étaient les animaux de buis qui avaient repris leur place dans la buissaie, entre eux et le terrain de jeu, entre eux et la route. Ses jambes se dérobèrent sous lui, mais Jack le rattrapa et il éclata en sanglots. Chapitre 35. Dans le hall. Il leur avait tout raconté, sauf ce qu'il avait cru entendre et voir après que l'avalanche de neige eut bloqué la sortie du tunnel. Il n'avait pas pu se résoudre à leur parler de cela. D'ailleurs, il ne connaissait pas les mots qu'il fallait pour exprimer la terreur qu'il avait ressentie et dire comment elle l'avait progressivement paralysé quand il avait entendu le craquement furtif des feuilles mortes au fond de l'obscurité glaciale. Mais il leur avait parlé des paquets de neige qui étaient tombés avec des bruits sourds, et du lion qui, après avoir dégagé sa tête et ses épaules de la neige, s'était lancé à sa poursuite. Il leur avait même raconté comment le lapin avait tourné la tête à la fin pour assister au dénouement. Il était assis dans le hall devant la cheminée où Jack avait fait du feu. Danny, emmitouflé dans une couverture, buvait à petites gorgées une tasse de soupe aux nouilles. Wendy, assise à ses côtés, lui caressait les cheveux.
Jack s'était assis par terre et son visage s'assombrissait au fur et à mesure que Danny leur racontait son histoire. À 2 reprises, il tira son mouchoir de sa poche arrière et s'en essuya ses lèvres gercées. « À la fin, ils m'ont poursuivi » acheva Danny. Jack se leva et alla à la fenêtre, leur tournant le dos. Danny regarda sa mère. « Ils m'ont poursuivi jusqu'au porche. » Il s'efforça de garder son calme en se disant que s'il restait maître de lui, on le croirait peut-être. Monsieur Stranger avait perdu son sang-froid. Il s'était mis à pleurer, et comme il n'avait pas su s'arrêter, les hommes en blouse blanche étaient venus le chercher. Si on n'arrive pas à s'arrêter de pleurer, c'est qu'on a perdu la boule, et ensuite on vous emmène au cabanon. Et quand est-ce qu'on revient? Personne ne le sait. Son anorak, son pantalon de ski et ses raquettes encore pleines de neige étaient jetés en vrac sur le tapis à côté de la porte d'entrée. Je ne pleurerai pas, je ne pleurerai pas. Il avait su se retenir de pleurer, mais il n'avait pas réussi à contrôler les tremblements qui l'agitaient violemment. Il contemplait le feu, attendant que papa dise quelque chose. De grandes flammes jaunes dansaient sur la pierre sombre du foyer. Un nœud de sapin explosa avec une petite détonation et les étincelles s'envolèrent par la cheminée. « Danny, viens ici. » Jack se retourna. Son visage s'était transformé en un masque dur et implacable. Danny n'aimait pas lui voir cet air-là. « Jack, » demanda Wendy. « Tout ce que je veux, c'est qu'il vienne ici un instant. » Danny se laissa glisser du canapé et alla rejoindre son père. « Tu es un brave garçon. Maintenant, dis-moi ce que tu vois. » Danny avait su ce qu'il allait voir avant même de regarder par la fenêtre. Au-delà de la zone où ils avaient l'habitude de faire leurs exercices, et qui était sillonnée en tous sens par les empreintes de bottes, de raquettes, de marques de traîneaux, le champ de neige qui recouvrait la pelouse de l'Overlook descendait doucement vers la buissaie et le terrain de jeu. On pouvait distinguer 2 séries d'empreintes. Une première qui partait du porche et qui allait en ligne droite jusqu'au terrain de jeu, et une autre qui en revenait par un long détour. « Je vois mes empreintes, papa, mais... » « Et puis le buis, Danny ?» demanda Jack. Les lèvres de Danny se mirent à trembler. Il était au bord des larmes. Et s'il n'arrivait pas à s'arrêter... « Je ne pleurerai pas, je ne pleurerai pas. Ils sont recouverts de neige, dit-il tout bas. Mais, papa... »« Jack, dit Wendy, nous ne sommes pas au tribunal. Tu ne vois pas qu'il est bouleversé. Tais-toi, dit Jack. Tu disais, Danny? Les buis m'ont égratigné, papa. Ils m'ont griffé la jambe. Tu as dû te couper la jambe sur la croûte de neige. Le visage pâle, l'air furieux, Wendy s'interposa. Qu'est-ce que tu essayes de lui faire dire? Lui demanda-t-elle. On dirait que tu veux lui faire avouer un crime. Mais qu'est-ce que t'as? La lueur étrange dans les yeux de Jack s'évanouit. J'essaye de l'aider à distinguer entre la réalité et une hallucination, rien de plus. Il s'accroupit à côté de Danny pour pouvoir le regarder en face, puis le serra très fort dans ses bras. Danny, tout ce que tu nous as raconté n'est arrivé que dans ton imagination. Tu comprends? C'était comme ces transes qui te prennent quelquefois, c'est tout. Papa? Oui, Dan. Je ne me suis pas coupé la jambe sur la croûte de neige. Il n'y a pas de croûte, la neige est poudreuse. Et elle ne colle même pas assez pour faire des boules de neige. Nous avons essayé de nous battre à coups de boules de neige et nous n'avons pas pu. Tu t'en souviens? Il sentit son père se raidir contre lui. Alors, tu t'es coupé contre la marche du porche. Danny se dégagea de l'étreinte de son père. Soudain, il avait compris. Dans un éclair, tout était devenu limpide. Il dévisagea son père avec de grands yeux. « Tu sais que je dis la vérité, » chuchota-t-il indigné. « Danny !» Le visage de Jack se crispa, ses mâchoires se serrèrent. « Tu sais, parce que toi aussi tu as vu. » La gifle s'abattit sur le visage de Danny avec un petit bruit sec, banal. Sous le choc, la tête de l'enfant roula en arrière et l'empreinte dans la main de Jack se dessina en rouge sur la joue, comme une brûlure. Wendy poussa un cri. Pendant un moment, ils restèrent tous les trois sans bouger, puis Jack prit Danny dans ses bras et lui dit « Danny, je te demande pardon. Je ne t'ai pas fait trop mal, prof. »« Tu l'as frappé, espèce de salaud !» cria Wendy. « Tu n'es qu'un salaud !» Elle saisit Danny par l'autre bras et essaya de l'arracher à Jack. « Hé, arrêtez de me tirer dessus !» hurla-t-il, et sa voix exprimait une telle souffrance qu'ils le lâchèrent tous les deux sur le champ. Puis, s'écroulant entre le canapé et la fenêtre, il éclata en sanglots tandis que ses parents le regardaient, sans savoir que faire, comme des enfants regardent un jouet qu'ils ont cassé en se le disputant. Dans la cheminée, un autre nœud de sapin explosa comme une grenade, les faisant tous sursauter. Wendy lui donna une aspirine pour enfant et Jack le glissa, sans qu'il proteste, entre les draps de son lit. En un rien de temps, il s'endormit, le pouce à la bouche. « Ça ne me plaît pas, dit-elle. C'est une régression. » Jack ne répondit pas. Elle le regarda doucement, sans colère, mais sans sourire non plus. « Tu veux que je te demande pardon de t'avoir appelé salaud ?»
D'accord, je te demande pardon. Je suis désolé, mais tu n'aurais pas dû le frapper. Je sais, marmonna-t-il. Je sais, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu avais promis de ne plus jamais le frapper. Il lui lança un regard furieux, puis sa colère s'évanouit. Wendy comprit que ce visage résigné qu'elle voyait pour la première fois, et qui lui faisait tellement pitié, était celui du vieillard que Jack deviendrait un jour. Elle ne lui avait jamais vu cet air-là. Quel air? L'air vaincu, se dit-elle. Il a l'air vaincu. Jack dit. J'avais toujours pensé que je pourrais tenir mes promesses. Elle alla vers lui et posa ses mains sur son bras. Ça ne fait rien, c'est fini. Quand le forestier viendra nous chercher, nous lui dirons que nous voulons tous partir, d'accord? D'accord, dit Jack. Et à ce moment-là, au moins, il était de bonne foi. Comme il avait été de bonne foi quand, au lendemain de ses beuveries, il se regardait, pâle et hagard, dans la glace en se jurant « Je vais m'arrêter d'un seul coup ». Mais la matinée passée, et l'après-midi venu, il se sentait mieux. Et l'après-midi, selon son habitude, faisait place à la nuit. Comme le disait si bien un de nos grands philosophes contemporains, la nuit finit toujours par tomber. Il aurait aimé que Wendy lui posât des questions au sujet des buis, qu'elle lui demandât ce que Danny avait voulu dire quand il avait accusé son père. Tu sais, parce que toi aussi tu as vu. Si elle l'avait fait, il lui aurait tout dit. Tout. Les buis, la femme dans la chambre, même la lance de l'extincteur qui semblait avoir changé de position. Mais où aurait-il arrêté sa confession? Est-ce qu'il pouvait lui avouer qu'il avait jeté la magnéto, et que sans cela, à l'heure qu'il était, il serait déjà à Sidwinter? Mais elle se contenta de lui demander. « Veux-tu une tasse de thé ?»« Oh oui, une tasse de thé me ferait du bien. » Et elle sortit faire du thé, le laissant seul à surveiller leur fils. Chapitre 36. L'ascenseur. Jack se réveilla d'un sommeil léger et agité. Dans son rêve, de vagues ombres l'avaient poursuivi à travers des champs de neige qui s'en allaient à l'infini. Dans l'obscurité de la chambre, il entendit une succession de bruits mécaniques, cliquetis, vrombissements, grincements, et il crut rêver encore. Mais Wendy se réveilla, elle aussi, en sursaut. Il comprit alors qu'il ne rêvait pas. « Qu'est-ce que c'est » La main qui serrait son poignet était de glace. Il réprima son envie de la repousser. Comment diable est-ce qu'il saurait ce que c'était? Le cadran lumineux du réveil marquait minuit moins 5. Le vrombissement revint, fort et régulier, avec de légères variations de régime, puis s'arrêta sur un déclic. Il eut alors un claquement métallique suivi d'un coup sourd. Puis le vrombissement reprit. C'était l'ascenseur. Danny s'était assis dans son lit. « Papa » demanda-t-il d'une voix mal réveillée mais craintive. « Je suis là, prof, dit Jack. Viens ici et monte dans notre lit. Ta maman est réveillée aussi. » Il grimpa sur le lit et se glissa entre eux en faisant froufrouter les draps et les couvertures. « C'est l'ascenseur, chuchota-t-il. »« Tu as raison, dit Jack. Ce n'est que l'ascenseur. »« Comment peux-tu dire « ce n'est que l'ascenseur » demanda Wendy, indignée sur un ton qui frôlait l'hystérie. « C'est le milieu de la nuit. Qui est-ce qui le fait marcher ?» Vroom, clic, clac. L'ascenseur était au-dessus de leur tête maintenant. Au ferraillement de la grille de la cabine, qui se rabattait en accordéon, succéda le double claquement des battants de la porte du palier. Puis ce fut de nouveau le ronronnement du moteur et le grincement des câbles. Danny se mit à pleurnicher. Jack dégagea ses pieds des draps et les posa à terre. « C'est probablement un court-circuit. Je vais aller voir. »« Je t'interdis de sortir de cette chambre, dit Wendy. »« Ben, ne sois pas stupide, dit-il, passant sa robe de chambre. C'est mon travail. » En un clin d'œil, elle fut debout, tenant Danny par la main. « Nous irons avec toi. »« Wendy !»« Ben, qu'y a-t-il » demanda Danny d'un air sombre. « Qu'est-ce qui ne va pas, papa ?» Au lieu de répondre, Jack détournait la tête. Il avait les traits figés en un masque de colère. D'un geste brusque, il noua la ceinture de sa robe de chambre, ouvrit la porte et sortit dans l'obscurité du couloir. Wendy hésita un moment, et ce fut Danny qui fit le premier pas. Elle se hâta de le rattraper, et ils sortirent ensemble. Jack s'était arrêté devant la cage de l'ascenseur, flanqué de banquettes et de cendriers étouffoirs, et se tenait immobile devant la porte fermée. Dans sa robe de chambre en écossais passé et ses pantoufles de cuir marron aux talons éculés, avec ses cheveux ébouriffés par le sommeil, il avait l'air de quelque Hamlet moderne, trop indécis pour modifier le cours du destin tragique dont il regardait, fasciné, la marche inexorable. La main de Danny serrait douloureusement celle de Wendy. Les traits tirés et l'air anxieux, il levait sur elle un regard interrogateur. « Allons-y, dit-elle, et ils avancèrent bravement dans le couloir pour rejoindre Jack.
À travers le hublot en losange au milieu de la porte de la cage, elle crut distinguer les câbles qui frémissaient encore. L'ascenseur s'était arrêté, au-dessous, au rez-de-chaussée. Ils entendirent s'ouvrir les portes, puis... la fête. Pourquoi avait-elle pensé à une fête? Ce mot venait de lui effleurer l'esprit sans raison. À part les bruits bizarres qui montaient par la cage de l'ascenseur, il régnait dans l'Overlook un silence de mort. C'était sûrement une fête extraordinaire. Mais quelle fête! C'est alors qu'une image surgit de son inconscient, une image si vraie qu'elle semblait être un souvenir. Pas n'importe quel souvenir, mais un de ceux que l'on chérit, que l'on n'évoque qu'aux grandes occasions et dont on ne parle que rarement. Il y avait des centaines, des milliers de lumières, une profusion de couleurs. On entendait les petites détonations joyeuses des bouchons de champagne, et un orchestre de 40 musiciens jouait In the Mood de Glenn Miller. Mais Glenn Miller avait trouvé la mort dans un bombardier pendant la guerre, avant qu'elle ne soit née. Comment aurait-elle pu se souvenir de Glenn Miller? En bas, la porte de l'ascenseur s'était rabattue, et dans un bourdonnement grinçant, la cabine avait commencé à remonter. Elle passa sans s'arrêter au premier étage où il se trouvait, et monta jusqu'au troisième. Wendy observait Danny, qui avait les yeux grands ouverts et les lèvres pincées en lame de couteau. La porte coulissante de la cabine s'ouvrit et celle du palier claqua. C'était l'heure de dire « Bonne nuit, bonne nuit !» Oh oui, c'était enchanteur. Non, je ne peux vraiment pas rester pour les voir se démasquer. Je suis une couche-tôt. Et une... Lève-toi. Quoi? C'était Sheila? Le moine? Quelle drôle d'idée. Sheila en moine. Oui, bonne nuit. Quelle merveilleuse soirée. Et clic, clac. Vroom. L'embrayage s'enclencha, le moteur redémarra et la cabine se mit à descendre en grinçant. « Jack !» chuchota-t-elle. « Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce qu'il s'est mis en marche ?»« Un court-circuit, » répondit Jack. Son visage était de bois. « Je te dis que c'est un court-circuit. » L'ascenseur s'arrêta de nouveau. Le silence était revenu, l'hôtel était désert. On n'entendait plus que les craquements de la bâtisse et le gémissement du vent tourbillonnant autour du toit. Jack s'avança vers une boîte vitrée accrochée au mur à hauteur de poitrine sur la droite. D'un coup de poing, il cassa le verre, dont les débris dégringolèrent à l'intérieur, tailladant 2 de ses doigts. Il passa la main dans l'ouverture et en retira une longue clé à tige lisse. « Jack, non, ne fais pas ça. Je sais ce que j'ai à faire. Laisse-moi tranquille, Wendy. » Elle essaya de lui retenir le bras, mais il la repoussa. Ses pieds se prirent dans l'ourlet de sa robe de chambre et elle tomba lourdement à terre. Danny poussa un cri aigu et se jeta à genoux à côté d'elle. Jack retourna vers l'ascenseur et enfonça la clé dans la serrure. Les câbles de l'ascenseur disparurent et il vit apparaître dans le petit hublot de la porte le plancher de la cabine. Un instant plus tard, Jack tourna la clé de toutes ses forces. La cabine tomba instantanément à l'arrêt dans un grincement assourdissant. Au sous-sol, le moteur débrayé continua un moment à tourner, puis le disjoncteur coupa le courant et un silence irréel se fit dans l'Overlook, laissant le champ libre au hurlement du vent dehors dans la nuit. Jack regardait d'un air hébété la porte de métal gris de la cage de l'ascenseur. Au-dessous du trou de la serrure, ses doigts avaient laissé 3 taches de sang. Il se tourna vers Wendy, assise par terre, avec Danny blotti contre elle. Ils l'observaient tous deux attentivement, comme s'il était un étranger qu'ils voyaient pour la première fois et dont ils se méfiaient. Sans très bien savoir ce qu'il allait dire, il ouvrit la bouche. « C'est... Wendy, c'est mon travail. » Elle répondit en articulant avec soin. « Je me fous de ton travail !» Il se retourna vers l'ascenseur et, glissant ses doigts dans la fente qui courait le long du côté droit de la porte, il réussit à la repousser légèrement, puis, en pesant de tout son poids, il finit par l'ouvrir complètement. La cabine s'était arrêtée entre 2 étages, son plancher arrivait à hauteur de la poitrine de Jack. Dans la chaude lumière qui la baignait, elle se détachait avec netteté sur l'obscurité glauque du puits de la cage. Pendant un moment qui leur parut interminable, il inspecta l'intérieur. « Elle est vide, dit-il enfin. C'était un court-circuit, comme je te l'ai dit. » Il avait accroché ses doigts dans la fente derrière la porte et commençait à la refermer quand il sentit la main de Wendy se poser sur son épaule et le tirer en arrière avec une force inattendue. « Wendy !» lui cria-t-il. Mais elle avait déjà saisi le bord inférieur de la cabine et s'était soulevée sur ses bras pour pouvoir regarder à l'intérieur. Puis, dans un effort violent des épaules et du ventre, elle entreprit de se hisser dans la cabine. L'issue de sa tentative resta un moment en suspens. Ses pieds se balancèrent au-dessus du gouffre noir qui s'ouvrait sous elle, et une de ses pantoufles roses glissa, disparaissant dans le vide. « Maman !» cria Danny. Elle réussit enfin à monter dans la cabine. Elle avait les joues en feu, son front était d'une pâleur lunaire. « Qu'est-ce que tu dis de ça, Jack? Est-ce un court-circuit »
Elle lui jeta quelque chose, et le couloir s'emplit soudain d'une pluie de confettis multicolores. Et ça? C'était un serpentin vert, décoloré par l'âge. Et ça? Elle lança en l'air un loup de soie noire pailleté qui alla atterrir sur les guirlandes de la moquette bleu nuit. C'est ça ton court-circuit, Jack? Lui hurla-t-elle au visage. Jack battit lentement en retraite, hochant la tête lentement comme une poupée mécanique. Sur la moquette jonchée de confettis, le loup fixait le plafond de son regard vide. Chapitre 37. La pendule. On était au 1er décembre. Dans le dancing de l'aile est, Danny était monté sur un grand fauteuil à joues pour pouvoir examiner de près la pendule sous globe de verre, qui, flanquée de 2 énormes éléphants en ivoire, trônait sur le manteau de la monumentale cheminée sculptée. Danny s'attendait presque à voir les 2 éléphants foncer sur lui et essayer de l'empaler sur leur défense, mais ils ne bougèrent pas. Ils étaient inoffensifs. Depuis l'affaire de l'ascenseur, il en était venu à ranger en 2 catégories tout ce qui se trouvait dans l'Overlook. L'ascenseur, le sous-sol, le terrain de jeu, la chambre 217 et la suite présidentielle étaient des endroits dangereux. Par contre, leur appartement, le hall et le porche étaient inoffensifs, et le dancing appartenait apparemment lui aussi à cette 2e catégorie. Les éléphants, en tout cas, ne sont pas dangereux. Il évitait par prudence les endroits dont il n'était pas sûr. Il scruta la pendule à l'intérieur de son globe de verre. On l'avait mise sous ce globe pour protéger son mécanisme qui était entièrement à nu. Celui-ci se trouvait placé à l'intérieur d'un cercle de rails chromés, et juste au-dessous du cadran, il y avait un petit axe muni à chaque extrémité d'un engrenage. Les aiguilles de la pendule indiquaient 11h15. Bien que Danny ne sût pas lire les chiffres romains, il avait pu déduire d'après la position des aiguilles l'heure à laquelle la pendule s'était arrêtée. Sur le support recouvert de velours, il remarqua une petite clé en argent délicatement ouvragée et que le verre convexe du globe déformait légèrement. Danny avança les mains, saisit le globe, le souleva et le déposa à côté. Il promena un instant sur le mécanisme son index qui glissait sur les roues lisses et s'accrochait sur les roues dentées. Puis il ramassa la clé d'argent qui, trop petite pour une main d'adulte, était exactement à la mesure de la sienne. Il la glissa dans le trou au milieu du cadran et elle s'enclencha avec un petit déclic qu'il sentit plus qu'il ne l'entendit. Elle se tournait à droite, évidemment, dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand la clé ne voulut plus tourner, il la retira. Le tic-tac se mit en marche et les rouages commencèrent à tourner. Un grand balancier se mit à osciller et les aiguilles à avancer. En regardant attentivement, sans bouger, on pouvait voir la grande aiguille se rapprocher insensiblement de la petite aiguille qu'elle finirait par rejoindre dans 45 minutes, sur le 12. Et la mort rouge les tenait en son pouvoir. Curieux de voir ce qui allait se produire, il avança de nouveau son index et poussa la grande aiguille jusqu'à la petite. Ce n'était certainement pas une pendule à coucou, mais ces rails chromés devaient bien servir à quelque chose. Après quelques hoquets, la pendule se mit à tintanabuler le beau Danube bleu de Strauss, grâce à un rouleau de tissu perforé qui se dévidait, tandis que de petits marteaux en cuivre montaient et descendaient en cadence. 2 petits personnages sortirent de derrière le cadran en glissant sur les rails. C'étaient des danseurs, à gauche une ballerine en tutu et bas blanc, à droite un danseur en collant noir et chaussons de danse. Ils avancèrent l'un vers l'autre, les bras arqués au-dessus de leur tête, et se rencontrèrent au milieu, devant le numéro 6. Sous leurs aisselles, Danny remarqua des petites rainures dans lesquelles l'axe vint s'insérer avec un nouveau déclic. Aux 2 extrémités de l'axe, les roues dentelées se mirent à tourner, tandis que le beau Danube bleu continuait de s'égrener. Les danseurs abaissèrent alors leurs bras et se saisirent l'un l'autre. Le garçon souleva sa partenaire au-dessus de sa tête et sauta en pirouettant par-dessus l'axe. Puis ils s'étendirent l'un sur l'autre. La tête du danseur disparut sous le tutu de la ballerine, la danseuse colla son visage contre le bas-ventre de son partenaire, et ils se tortillèrent avec une frénésie mécanique. Danny fit une grimace qui lui plissa le nez. Il s'embrassait le zizi, ça lui donnait mal au cœur. Puis le ballet reprit, avec des mouvements inversés. Le danseur redressa sa partenaire et ressauta par-dessus l'axe. Puis, les bras arqués au-dessus de leur tête, ils s'éloignèrent l'un de l'autre, tout en échangeant des hochements de tête complices. Ils s'en retournèrent là d'où ils étaient venus, et disparurent à l'instant où le beau Danube bleu prenait fin. La pendule se mit alors à sonner l'heure de son carillon d'argent. Minuit sonne. Au télémasque. Il virevolta et faillit tomber du fauteuil. La salle de bal était vide. Par la grande fenêtre cathédrale, il pouvait apercevoir les flocons d'une nouvelle chute de neige. Le grand tapis où l'or se mariait somptueusement au rouge écarlate était toujours à la même place, roulé, bien sûr, pour permettre l'évolution des danseurs,
et la piste était entourée de tables intimes, chacune avec ses 2 chaises renversées, pieds en l'air. Danny se retourna avec un soupir tremblant et regarda la pendule. Le balancier allait et venait avec un mouvement hypnotique. S'il gardait la tête parfaitement immobile, il pourrait voir si... À la place du cadran, il vit s'ouvrir un gouffre noir, qui, grandissant à vue d'œil, engloutit d'abord la pendule, puis la salle du dancing tout entière. Pris de vertige, il vacilla, puis sombra à son tour dans les ténèbres, qui, depuis toujours, se dissimulaient derrière ce cadran. L'enfant s'écroula tout à coup dans le fauteuil, le corps de travers, la tête renversée en arrière, fixant d'un regard vide le haut plafond du dancing. Il tombait dans l'abîme sans jamais en apercevoir le fond. Tout à coup, il se retrouva accroupi dans un des couloirs de l'hôtel. Il avait essayé de regagner l'escalier, mais il s'était trompé de direction, et maintenant, ce couloir en cul-de-sac était celui qui donnait accès à la suite présidentielle. Le bruit des coups se rapprochait. Le maillet de roc fauchait l'air avec des sifflements aigus. Quand il s'abattait contre les murs, mordant l'enduit, déchirant la tapisserie de soie, il soulevait de petits panaches de poussière de plâtre. « Viens ici, nom de Dieu, je t'apprendrai à me désobéir !» Juste derrière lui, dans le cul-de-sac, quelqu'un s'appuyait nonchalamment contre le mur. Une ombre? Un spectre? Non, ce n'était pas un fantôme, mais tout simplement quelqu'un vêtu de blanc. « Viens ici, petit merdeux !» L'homme en blanc se redressa un peu, retira la cigarette du coin de sa bouche et essuya un brin de tabac de sa lèvre inférieure charnue. Danny reconnut Halloran, bien qu'il eût son uniforme de chef cuisinier et non le costume bleu qu'il portait le jour de la fermeture. « S'il arrive un pépin, lui avait dit Halloran, appelle-moi. Lance-moi un grand cri comme celui qui m'a terrassé tout à l'heure. Il se pourrait que je l'entende de la Floride, et si je t'entends, je volerai à ton secours. Je volerai à ton secours. Alors, viens à mon secours, viens maintenant. Oh, Dick, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. » Mais Dick Halloran remit sa cigarette au coin de la bouche, lui tourna le dos et s'en alla nonchalamment à travers le mur. Danny se retrouva seul. Ce fut alors que le monstre gigantesque surgit, perçant l'ombre de ses petits yeux rouges. Il déboucha dans le cul-de-sac et lança « Ah, te voilà! Maintenant je te tiens, petit merdeux. Je t'apprendrai à me désobéir. » D'une démarche titubante, le corps penché en avant, le monstre fonça sur Danny en donnant de furieux coups de maillet. Danny recula en hurlant et se retrouva soudain de l'autre côté du mur. Il avait recommencé à tomber, à tournoyer dans le vide vers le fond de ce terrier de lapins qui menait non pas au pays des merveilles, mais au royaume des cauchemars. Tony, qui l'avait précédé dans sa chute, tombait aussi. « Je ne pourrai plus venir te voir, Danny. Ils ne me laissent plus t'approcher. Aucun d'eux ne me laisse plus t'approcher. »« Tony !» cria-t-il. Mais Tony avait disparu, et Danny se trouvait à présent dans une chambre obscure. C'était la chambre à coucher de papa et maman. Dans la pénombre contre laquelle luttait une lumière tamisée, il put distinguer le bureau de son papa. Mais la chambre était sans dessus-dessous. Le monstre était déjà passé par là. L'électrophone de maman gisait renversé sur le sol, et ses disques étaient répandus sur le tapis. Le matelas était à moitié hors du lit, et les tableaux avaient été arrachés des murs. Son propre lit de camp était couché sur le côté comme un chien mort. La folle Volkswagen violette n'était plus qu'un tas d'échardes de plastique. La porte de la salle de bain était entrebâillée, et c'était par là que filtrait la lumière. Juste derrière la porte, il aperçut une main qui pendait mollement, les doigts dégoulinant de sang. Sur le miroir de l'armoire à médicaments, le mot « trop mal » s'allumait par intermittence, comme une enseigne au néon. Tout à coup, une énorme pendule sous un globe en verre parut en face du miroir. Son cadran ne portait ni aiguille ni chiffre, mais une date en rouge, 2 décembre. Alors, les yeux dilatés par l'horreur, Danny put lire, refléter sur le globe, les lettres inversées du mot « trop mal », la mort. Il poussa un hurlement de terreur. La date inscrite sur le cadran de la pendule avait disparu. Le cadran lui-même avait disparu, faisant place à un gouffre noir qui s'élargissait comme un iris qui se dilate. Englouti par les ténèbres, Danny bascula dans l'abîme, la tête la première. Il était tombé du fauteuil. Respirant avec difficulté, il resta étendu sur le sol du dancing. Et la mort rouge le tenait en son pouvoir. « Ôtez les masques !» Et derrière tous ces masques soyeux et pailletés se cachait un même visage, celui de l'inconnu qui l'avait poursuivi à travers les couloirs obscurs, et dont il n'avait perçu que les yeux rougeoyants et sanguinaires. Oh, comme il redoutait le moment où il découvrirait l'identité de celui qui se dissimulait derrière ces masques. « Dick !» Il hurla ce nom avec une telle violence que sa tête en vibra. Au-dessus de lui, la pendule qui l'avait remonté avec la petite clé d'argent continuait de marquer les minutes et les heures.